Parce que si on a 3-4 femmes et que chacune a au moins 2 enfants, ça fait quand même beaucoup. Donc, beaucoup de chefs d'entrepreneurs qui sont polygames perdent du sommeil, en fait, en pensant à ça. Que ce que je suis en train de construire, ça nourrit tout le monde, ça nourrit cette une grande famille. Mais est-ce que ça va perdurer? Le conseil des familles, ça comporte comme ça tous les représentants de la famille. Ça veut dire que toutes les femmes sont représentées, oui. Tous les enfants sont représentés. Donc, ça veut dire qu'après, il n'y a pas de raison que quelqu'un dise qu'il a été négligé dans le choix. Donc, il y a de fortes chances que celui qui sera choisi soit accepté, soit accompagné, soit aidé dans cette mission-là. Sa succession a très bien fonctionné parce que, justement, quand on interroge les enfants, c'est que ils ont grandi ensemble. Donc, le monsieur s'est débrouillé pour que tous ses enfants grandissent sous le même toit. OK? On va enchaîner pour parler encore de cet épineux problème de la succession. La dernière fois, nous avons parlé du phénomène de la succession de manière générique. Là, nous allons prendre un cas assez spécifique sur le foyer polygamique. Lorsqu'on on est marié à plusieurs femmes, plusieurs épouses, là, les enfants qu'on a également plusieurs enfants. Est-ce que c'est l'administrateur des biens qui est censé être le successeur en entreprise? Alors, ça, c'est une particularité de l'Afrique. En Afrique, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui finissent polygames. Ça, c'est clairement dans notre contexte. Quand tu crées une entreprise, ça veut dire que tu as l'argent, tu deviens chef. La polygamie est un luxe que seuls les riches peuvent s'offrir. Peuvent s'offrir. Donc, dès qu'il y a un peu d'argent qui rentre, on a la liberté comme ça d'avoir plusieurs épouses et en général, ça débouche aussi sur plusieurs enfants. Le véritable challenge maintenant, c'est de se dire comment est-ce que je prépare qui pour reprendre l'entreprise familiale. Parce que si on a 3-4 femmes et que chacune a au moins 2 enfants, ça fait quand même beaucoup. Donc, beaucoup de chefs d'entrepreneurs qui sont polygames perdent du sommeil, en fait, en pensant à ça. Que ce que je suis en train de construire, ça nourrit tout le monde, ça nourrit cette une grande famille. Mais est-ce que ça va perdurer? Alors nous, en général, le conseil qu'on donne à ce type d'entrepreneur, c'est premièrement, quand on est chef d'entreprise et polygame, c'est qu'il faut rédiger une charte familiale par rapport à son entreprise, ok? Ça dit c'est quoi? C'est vraiment rédiger quelque chose qui définit clairement qui a le droit de travailler dans l'entreprise, sous quelles conditions, quels sont les postes à occuper. Vraiment de mettre noir sur blanc la position, la place que la famille occupe dans l'entreprise. Ça doit être rédigé et ça doit être connu de tous. Ça veut dire que quand on organise des assises familiales, parce qu'il faut le faire, quand on est chef d'entreprise et qu'on a des enfants, il faut régulièrement organiser des assises familiales. Faire connaître cette information-là, faire lire, que ce soit su et connu de tous, et sans exception, vraiment, avec toutes les femmes et tous les enfants. Et puis, deuxièmement, il faut carrément avoir un plan de succession. Il faut mettre un plan de succession sur pied. Il faut structurer sa succession. Il faut vraiment bien l'organiser. Et ça peut se faire en général en 3 étapes. Ça veut dire que la première étape, on va sélectionner comme ça la plupart des enfants majeurs du promoteur qui vont intégrer l'entreprise assez tôt, dans la mesure du possible, et comme ça parcourir tous les secteurs d'activité, connaître comme ça à tous les rôles de la direction générale à l'échelle la plus basse de l'entreprise, ok? Donc ça, c'est une étape qui doit absolument être faite, et ça par tous les enfants. Et en deuxième étape, comme ça là, il est important de faire venir comme ça un comité de gestion pour évaluer les compétences des candidats. C'est-à-dire de vraiment prendre ça au sérieux. Il faut vraiment formaliser ce truc-là parce que pour éviter le favoritisme, de faire venir un organisme externe qui va venir pour observer les candidats, les interroger et évaluer clairement, avoir le point de vue de chacun, connaître les forces et les faiblesses de chaque candidat, connaître la vision, écouter ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent. Ça permet comme ça, tout doucement, de voir les profils qui peuvent être... Sans créer des frustrations au sein de la patrie. Sans créer des frustrations, parce que justement, c'est neutre, c'est un organisme externe. Et après cette étape-là, maintenant, il faudra choisir le successeur. En général, il faudrait que ce soit donc le conseil de famille qui choisit ce successeur. Ça, c'est important. Bon, le choix qu'ils vont faire, c'est en fonction, ce sera basé sur les recommandations de l'organisme externe qui est venu évaluer les candidats. Ça, c'est important parce que... La tradition intervient à quel moment? La tradition, déjà le fait que ce soit la famille, justement, c'est pour ça que c'est important que ce soit le conseil de famille qui donne le mot final, en fait. Certes, ils vont le faire sur la base des recommandations, mais c'est eux qui le font parce que on a remarqué qu'à chaque fois que c'est pas la famille qui a donné le mot final du choix, en général, c'est cette direction-là est boycottée. Après, la famille rejette cela. Donc, c'est une façon de légitimer
la famille de la remettre quand même au centre de cette décision-là, parce que c'est quand même une décision importante. Donc finalement, c'est la famille qui va choisir avec la présence du comité, du conseil de famille, qui est heureusement, le conseil de famille, ça comporte comme ça tous les représentants de la famille. Ça veut dire que toutes les femmes sont représentées, oui. Tous les enfants sont représentés. Donc ça veut dire qu'après, il n'y a pas de raison que quelqu'un dise qu'il a été négligé dans le choix. Donc il y a de fortes chances que celui qui sera choisi soit accepté, soit accompagné, soit aidé dans cette mission-là. En général, voilà un peu le conseil que nous on donne à ces chefs d'entreprise. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, clairement. Hein, ça, c'est en gros. Clairement, il y a pas mal de choses à faire parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu, qu'il faut pouvoir gérer. Il y a même des cas où il faut donner même d'abord la direction à quelqu'un d'externe avant de... Parce que quand les tensions gestion neutre. Voilà, quand les tensions sont trop fortes et que les gens ne peuvent même pas s'asseoir autour d'une table, ça c'est clair que cette voie-là, ça ne marchera pas. Mais dans tous les cas, il est important que les polygames comprennent que il est idéal que ces enfants évoluent ensemble. Nous, on a eu un cas comme ça d'un client qu'on a accompagné. Sa succession a très bien fonctionné. Sa succession a très bien fonctionné parce que, justement, quand on interroge les enfants, c'est que ils ont grandi ensemble. Donc, le monsieur s'est débrouillé pour que tous ses enfants grandissent sous le même toit. Donc, ça fait que plus tard, après son retrait, les enfants sont à des postes différents dans l'entreprise, des mamans différentes, ils arrivent à s'entendre. Vous voyez que même quand une maman essaie de vouloir manipuler son enfant contre un autre, le fait d'avoir grandi avec ce demi-frère-là, ok, ça les a créé un lien quand même assez fort. C'est-à-dire ils ne le voient plus comme un demi-frère, c'est un vrai frère parce qu'ils ont des souvenirs d'enfance ensemble, ils ont eu le même quotidien, ils ont reçu la même éducation du père, donc ils ont été moulés de la même façon, dans les mêmes conditions. Donc voilà comme ça un détail qui aide gravement à réussir ce challenge-là. Alors, clairement, ça s'adresse comme ça à tous les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, qu'ils soient localement installés en Afrique ou alors dans la diaspora, que nous soutenons beaucoup dans cette grande mission qu'ils doivent accomplir. C'est de savoir que le cabinet Startup Mama se positionne comme ça, comme le partenaire idéal pour vous accompagner à relever ce challenge-là, à faire grandir vos entreprises sainement, à assurer une succession qui sera profitable de génération en génération, mais surtout de rentabiliser tous les investissements que vous avez déjà mis sur pied, de pouvoir enfin profiter de ce statut d'entrepreneur-là, de retrouver cette liberté et de sortir de cette prison dorée qui emprisonne beaucoup d'entrepreneurs au quotidien. Alors, une seule adresse, le cabinet Startup Mama, pour beaucoup plus de structure, beaucoup plus de rentabilité et beaucoup plus de croissance pour vous et votre entreprise. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.